Chaque fin d'année ou chaque nouveau départ symbolique, tu fais la même chose. Tu t'arrêtes, tu regardes ta vie, tu réfléchis, tu appelles ça un bilan. Tu analyses ce qui n'a pas fonctionné, tu identifies tes erreurs. Tu promets d'être plus discipliné, plus sérieux, plus constant. Sur le moment, tu te sens presque fier, lucide, responsable. Mais laisse-moi te poser une question simple et inconfortable. Qu'est-ce qui a réellement changé ? La vérité, c'est que ce bilan te donne une illusion de mouvement. Il te permet de croire que tu avances, alors que tu es immobile. Si tu as des écouteurs, mets-les maintenant. Monte légèrement le volume. Et écoute-moi jusqu'au bout. Pas en faisant autre chose, pas à moitié. Écoute vraiment. Ce que tu vas entendre ne cherche pas à te faire plaisir. Ce n'est pas une musique de fond. Ce n'est pas un message pour passer le temps. C'est une confrontation. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi sait déjà. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu n'as pas cliqué par curiosité innocente. Tu écoutes parce que, quelque part, tu sais que tu stagnes. Tu sais que tu tournes en rond. Tu sais que les années passent plus vite que tes décisions. Et surtout, tu sais que tu fais semblant de ne pas savoir. Chaque fin d'année ou chaque nouveau départ symbolique, tu fais la même chose. Tu t'arrêtes, tu regardes ta vie, tu réfléchis, tu appelles ça un bilan. Tu analyses ce qui n'a pas fonctionné, tu identifies tes erreurs. Tu promets d'être plus discipliné, plus sérieux, plus constant. Sur le moment, tu te sens presque fier, lucide, responsable. Mais laisse-moi te poser une question simple et inconfortable. Qu'est-ce qui a réellement changé ? La vérité, c'est que ce bilan te donne une illusion de mouvement. Il te permet de croire que tu avances, alors que tu es immobile. Tu confonds réflexion et transformation. Tu confonds conscience et courage. Tu confonds compréhension et action. Penser à changer est devenu ton substitut au changement réel. Écoute bien ce point parce qu'il est central. Le problème de ta vie n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Tu le sais. Tu l'as toujours su. Tu sais quand tu perds ton temps. Tu sais quand tu évites l'effort. Tu sais quand tu choisis la facilité plutôt que ce qui te ferait grandir. Tu sais exactement ce que tu devrais arrêter. Et tu sais exactement ce que tu devrais commencer. Ce qui te bloque n'est pas le manque de clarté, c'est le refus de payer le prix. Tu dis que tu manques de temps. Mais le temps, tu le trouves toujours pour ce qui ne te confronte pas. Tu dis que tu manques d'énergie. Mais tu en as suffisamment pour te distraire, procrastiner, consommer. Tu dis que tu manques de discipline. Mais la discipline n'est pas absente. Elle est simplement réservée à ce qui est confortable. La vérité, c'est que tu ne manques pas de ressources. Tu manques de volonté d'endurer l'inconfort. Et cet inconfort te fait peur pour une raison précise. Agir vraiment, ce n'est pas seulement risquer l'échec. C'est risquer de découvrir que tu n'es pas aussi exceptionnel que tu l'espérais. Que ton potentiel était surestimé. Que tes excuses tenaient mieux que tes actions. Tant que tu n'agis pas, tout reste possible. Dès que tu agis, la réalité tranche. C'est pour ça que tu repousses, encore et encore. Tu appelles ça attendre le bon moment. Mais le bon moment est un mythe. Il n'existe pas de moment où tu te sentiras prêt, confiant, sûr. Il n'existe pas de version future de toi qui fera le travail à ta place. La personne que tu seras demain est la conséquence directe de ce que tu fais ou refuses de faire aujourd'hui. À un certain stade, il faut être honnête avec soi-même. Ne pas agir n'est plus une erreur. Ce n'est plus un accident. C'est un choix. Le choix de préserver le confort. Le choix de rester dans une vie que tu critiques, mais que tu protèges. Le choix de faire des bilans au lieu de prendre des décisions. Ce livre, cette voix, ce message ne sont pas là pour te motiver. Ils sont là pour t'empêcher de continuer à te mentir proprement. Parce que tant que tu fais des bilans sans bouger, tu n'analyses pas ta vie. Tu la mets en pause. Chapitre 1. Le confort, ton véritable adversaire. Reste avec moi. Si tu écoutes encore, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce qui va suivre te concerne directement, même si une partie de toi préférerait détourner le regard. On te parle souvent de discipline, de motivation, de volonté. Mais on te parle rarement de ton véritable ennemi, parce qu'il n'est ni spectaculaire, ni violent, ni visible. Ton véritable ennemi, c'est le confort. Le confort ne ressemble pas à un danger. Il ne crie pas.
Il ne t'attaque pas frontalement. Il s'installe doucement dans ta vie, sous forme d'habitudes acceptables, de routines rassurantes, de compromis raisonnables. Il te promet une chose simple, éviter la douleur inutile. Et tu signes. Tu signes quand tu choisis ce qui est facile plutôt que ce qui est juste. Tu signes quand tu repousses l'effort à demain. Tu signes quand tu préfères la distraction à la concentration. Tu signes quand tu dis « ce n'est pas si grave ». Le confort ne te détruit pas brutalement. Il t'endort. Comprends bien ceci, le confort n'est pas le repos. Le repos est une nécessité. Le confort permanent est une fuite. Le repos te prépare à l'effort. Le confort t'en éloigne. Mais tu as appris à les confondre. Observe ta journée type. Observe ce que tu fais quand tu es fatigué. Observe ce que tu fais quand tu es frustré. Observe ce que tu fais quand tu doutes. Tu ne choisis pas ce qui te fait progresser. Tu choisis ce qui te soulage. Un écran, une distraction, une excuse, un report. Rien de dramatique pris isolément, mais destructeur, répété chaque jour. Car la progression n'est jamais le fruit d'un acte héroïque. Elle est le résultat de micro-choix inconfortables répétés dans l'indifférence générale. Tu te dis peut-être « je n'ai pas une vie facile ». C'est probablement vrai. Mais pose-toi une question honnête. Est-ce que tu rends ta vie plus difficile volontairement quand cette difficulté est nécessaire à ta croissance ? Ou est-ce que tu cherches constamment à la lisser, à l'adoucir, à la rendre supportable sans jamais la rendre exigeante ? Le confort te fait croire que tu te protèges. En réalité, il t'affaiblit. Chaque fois que tu évites une difficulté que tu pourrais affronter, tu renforces une habitude, celle de reculer. Chaque fois que tu choisis la facilité alors que tu pourrais faire mieux, tu enseignes à ton esprit que l'effort est optionnel. Et ce que tu pratiques, tu deviens. C'est pour cela que tant de gens se sentent bloqués. Ils ne sont pas bloqués par le manque d'opportunités. Ils sont bloqués par un mode de vie qui a supprimé toute friction. Sans friction, il n'y a pas de transformation. Sans résistance, il n'y a pas de force. Tu dis vouloir changer. Mais veux-tu renoncer à ce qui rend ta vie confortable ? Veux-tu renoncer à certaines habitudes qui te rassurent mais t'appauvrissent ? À certaines relations qui t'apaisent mais te tirent vers le bas ? À certaines versions de toi-même qui sont acceptables mais médiocres ? Parce que c'est là que tout se joue. Beaucoup de gens veulent le résultat du changement sans accepter le processus. Ils veulent la confiance sans passer par l'humiliation d'être mauvais au début. Ils veulent la liberté sans passer par la discipline. Ils veulent le respect sans passer par l'effort invisible. Le confort leur permet de désirer sans jamais payer. Mais laisse-moi être clair avec toi. À long terme, le confort coûte plus cher que l'effort. Il te coûte ton estime de toi, ta crédibilité personnelle, ton sentiment de maîtrise et cette paix intérieure que seule l'action alignée peut donner. Un jour, si tu continues ainsi, tu ne seras pas en colère contre le monde. Tu seras en colère contre toi-même. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu n'as jamais vraiment essayé. Ce chapitre n'est pas une accusation, c'est un diagnostic. Et tout diagnostic honnête implique un choix. Continuer à protéger ton confort ou commencer à le remettre en question. Dans le prochain chapitre, on ira encore plus loin. On parlera de ce que tu utilises pour justifier ce confort. Chapitre 2. La motivation. L'excuse moderne de l'inaction. Écoute bien ce chapitre, parce qu'il va à l'encontre de presque tout ce qu'on t'a répété jusqu'ici. On t'a appris à attendre la motivation, à la chercher, à la provoquer, à croire qu'elle est le point de départ de toute action sérieuse. C'est faux. Et cette croyance te fait perdre un temps considérable. La motivation est devenue socialement acceptable. Dire « je ne suis pas motivé » est perçu comme honnête, presque humble. Personne ne te contredit, personne ne t'accuse. Mais en réalité, cette phrase cache autre chose. Quand tu dis que tu n'es pas motivé, tu ne décris pas un état. Tu formules une autorisation à ne pas agir. Regarde ta propre vie. Tu n'as jamais attendu la motivation pour répondre à un message important, honorer une obligation, faire quelque chose qui avait des conséquences immédiates.
Quand l'enjeu est réel, la motivation devient secondaire. Cela révèle une vérité simple. Tu n'agis pas quand tu es motivé. Tu agis quand tu considères que tu n'as pas le choix. Le problème, c'est que pour tout ce qui concerne ta croissance personnelle, tu t'accordes toujours le choix. Tu te dis « je le ferai quand je serai prêt ». Je m'y mettrai quand je me sentirai mieux. J'ai besoin d'être dans le bon état d'esprit. Mais cet état d'esprit n'arrive jamais par lui-même. Parce que la motivation n'est pas une cause, c'est une conséquence. La motivation apparaît après l'action, pas avant. Les premières séances sont pénibles. Les premières tentatives sont maladroites. Les premiers résultats sont décevants. Et c'est normal. Mais tu interprètes cette difficulté comme un signal d'alerte, alors que c'est un passage obligé. Tu te dis, si c'était vraiment fait pour moi, ce serait plus fluide. Encore une illusion. La fluidité vient avec la répétition, pas avec l'envie. Comprends ceci. La motivation est émotionnelle. La transformation est structurelle. Tu ne changes pas ta vie avec des émotions fluctuantes. Tu la changes avec des systèmes, des contraintes, des décisions irréversibles. Mais les décisions irréversibles font peur. Alors tu préfères rester dans l'attente. La motivation est devenue ton refuge. Tant que tu dis que tu attends d'être motivé, tu peux éviter de reconnaître une vérité plus inconfortable. Tu n'es pas prêt à accepter l'effort sans garantie. Pose-toi une question honnête. Si tu savais avec certitude que tes efforts ne paieraient pas tout de suite, que tu serais mauvais pendant longtemps, que personne ne te féliciterait au début, agirais-tu quand même? Si la réponse est non, alors le problème n'est pas la motivation. Le problème est ton rapport à l'effort. Tu veux être inspiré, mais la vie ne récompense pas l'inspiration. Elle récompense la constance. Et la constance est ennuyeuse. Elle n'a rien de glorieux. Elle n'a pas de musique épique. Elle se déroule dans le silence, quand personne ne regarde. C'est précisément pour ça que peu de gens y arrivent. La plupart des gens préfèrent se sentir capables plutôt que de devenir compétents. La motivation leur permet de rester dans l'intention sans jamais entrer dans la répétition. Mais laisse-moi être clair avec toi. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins de négociations intérieures, moins de discussions avec toi-même, moins de conditions, moins de si. À un certain niveau, la discipline n'est pas une question de caractère. C'est une décision de ne plus débattre. Faire ce qui doit être fait quand ça doit être fait, que tu en aies envie ou non. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils découvrent que le vrai combat n'est pas contre le monde, mais contre leur propre résistance intérieure. Dans le prochain chapitre, on va parler de cette résistance en profondeur. Pas celle que tu montres aux autres, celle que tu caches derrière des phrases raisonnables. On parlera de l'ego, de la peur d'être médiocre, et de pourquoi tu préfères parfois rester bloqué plutôt que d'être vu en train d'apprendre. Chapitre 3. L'ego, la médiocrité et la peur d'être vu en train d'apprendre. Si tu écoutes encore, c'est que quelque chose résiste en toi. Pas contre moi, contre ce que tu reconnais comme vrai. Ce chapitre va toucher un point sensible, parce qu'il s'attaque à ce que tu protèges le plus, ton ego. On te parle souvent de confiance en soi, d'estime personnelle, d'amour de soi. Mais on te parle très peu de ce que ces concepts deviennent quand ils sont mal compris. Car ton ego n'est pas seulement ce qui te pousse à te valoriser, c'est aussi ce qui t'empêche de commencer. Tu dis vouloir progresser. Mais es-tu prêt à être nul publiquement? Es-tu prêt à être lent, maladroit, inconstant, inférieur à d'autres pendant un temps? Parce que c'est le prix réel de toute progression. La plupart des gens ne refusent pas l'effort. Ils refusent la phase où l'effort ne produit rien de valorisant. Ils refusent la phase où tu travailles sans reconnaissance, tu avances sans certitude, tu produis sans être fier, tu exposes tes limites. Cette phase est longue, silencieuse, ingrate, et ton ego la déteste. Ton ego préfère une image intacte à une compétence en construction. Il préfère que tu sois perçu comme quelqu'un de potentiel, plutôt que comme quelqu'un de réellement débutant. C'est pour ça que tu retardes.
Tant que tu ne commences pas vraiment, tu peux encore croire que tu aurais été bon. Observe les phrases que tu utilises. Je pourrais le faire, mais si je m'y mettais vraiment, je sais comment ça marche. Ces phrases ne sont pas innocentes. Elles servent à maintenir une distance entre toi et l'épreuve du réel. Elles disent « Ne me jugez pas encore ». Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans le fait d'être vu en train d'apprendre. Apprendre, c'est être exposé. C'est poser des questions simples. C'est faire des erreurs visibles. C'est accepter d'être corrigé. Et dans une société obsédée par l'image, cela ressemble à une faiblesse. Alors tu préfères attendre. Attendre d'être meilleur, attendre d'être prêt, attendre de maîtriser avant de montrer. Mais cette attente est une contradiction. On ne maîtrise qu'en pratiquant. On ne devient compétent qu'en acceptant d'être incompétent. Ton ego te raconte une histoire séduisante. Quand je serai vraiment prêt, je me lancerai. Mais cette phrase est une fraude, parce que le prêt n'existe pas en dehors de l'action. Regarde ceux qui avancent vraiment. Ils ne sont pas nécessairement plus intelligents, ni plus talentueux, ni plus confiants. Ils ont simplement accepté une chose que tu refuses encore, être mauvais assez longtemps pour devenir bon. Ce refus a des conséquences. Plus tu retardes le moment d'être débutant, plus ce moment devient douloureux. Parce que le temps passe, et avec lui, les comparaisons. Tu te dis alors, à mon âge, je devrais déjà savoir. C'est trop tard pour commencer. Les autres ont trop d'avance. Mais cette douleur est auto-infligée. Elle ne vient pas du manque de capacité. Elle vient du retard accumulé par l'ego. Il faut être honnête ici. Ce que tu appelles parfois perfectionnisme est souvent une peur déguisée. La peur que ton travail réel ne corresponde pas à l'image que tu as de toi. Alors tu préfères ne rien montrer, ne rien produire, ne rien risquer. Mais en faisant cela, tu choisis une médiocrité silencieuse plutôt qu'une médiocrité temporaire. Et voici la vérité que peu de gens acceptent. Tu seras médiocre au début, inévitablement, sans exception. Ce n'est pas un défaut, c'est une loi. La seule différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués, c'est la durée pendant laquelle ils acceptent cette médiocrité. Ton ego veut être respecté immédiatement. La réalité exige que tu gagnes ce respect. Et ce respect commence par le tien. Pose-toi cette question sans détour. Qu'est-ce que tu protèges vraiment? Ta progression ou ton image? Parce que tu ne peux pas protéger les deux en même temps. Dans le prochain chapitre, on parlera de ce que cette protection de l'ego crée à long terme. La frustration chronique, le ressentiment, et cette colère sourde contre le monde qui n'est souvent qu'une colère contre soi-même. Chapitre 4. La frustration, le ressentiment et la colère déplacée. Si tu écoutes encore, c'est probablement parce que ce que tu ressens depuis longtemps commence à prendre une forme claire. Cette sensation diffuse, cette fatigue morale, cette irritation que tu ne sais pas toujours expliquer. Ce chapitre va mettre des mots précis sur quelque chose que beaucoup vivent, mais que peu osent reconnaître. Quand tu ne fais pas ce que tu sais devoir faire, il ne se passe pas rien. Il se passe quelque chose de silencieux, mais de profond. Une tension s'installe. Au début, elle est légère, presque invisible. Tu la ressens comme une simple insatisfaction, un vague malaise, une impression de ne pas être totalement aligné. Puis, avec le temps, cette tension s'accumule. Parce que chaque jour où tu évites l'action, tu sais que tu évites. Et cette connaissance ne disparaît pas. La frustration ne naît pas de l'échec. Elle naît de l'écart entre ce que tu sais pouvoir faire et ce que tu fais réellement. Tu n'es pas frustré parce que la vie est dure. Tu es frustré parce que tu coopères avec ce qui te maintient en dessous de toi-même. Et cette frustration cherche une sortie. Au lieu de se transformer en décision, elle se transforme souvent en ressentiment. Tu commences à regarder le monde différemment. Les autres te semblent avantagés. Le système te paraît injuste. Les opportunités semblent réservées à une minorité. Tu te surprends à critiquer ceux qui réussissent, à minimiser leurs efforts, à attribuer leurs résultats à la chance, au réseau, au contexte. Ce mécanisme est humain, mais il est dangereux, parce qu'il déplace la responsabilité. Le ressentiment te protège d'une vérité plus inconfortable, celle de ton propre renoncement. Il est plus supportable de croire que le monde est injuste que d'admettre que tu n'as pas fait ce qui était nécessaire. Alors tu te racontes une autre histoire.
Tu dis que ça ne sert à rien, que tout est joué d'avance, que les dés sont pipés. Mais au fond, ce discours te permet surtout de rester immobile sans te juger trop sévèrement. Avec le temps, ce ressentiment se transforme en colère. Pas toujours explosive, souvent froide, ironique, cynique. Tu deviens dur dans ton regard. Tu te moques de ce que tu admirais autrefois. Tu méprises ce que tu n'oses plus tenter. Ce cynisme donne l'impression de lucidité, mais il est souvent le masque d'un regret non assumé. Voici une vérité que peu acceptent. La colère contre le monde est souvent une colère contre soi-même, déplacée. Ce n'est pas la société qui t'a empêché d'agir aujourd'hui. Ce n'est pas le manque de temps qui t'a bloqué hier. Ce n'est pas l'absence de motivation qui t'a arrêté la semaine dernière. C'était une suite de choix, petits, répétés, confortables. Et le plus dur dans tout ça, c'est que cette colère ne te pousse pas à agir. Elle te fatigue, elle t'épuise intérieurement. Elle rend chaque effort plus lourd. Elle donne à l'action un goût amer, comme si elle arrivait trop tard. À ce stade, beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont devenus amers. Ils disent « À quoi bon maintenant ? J'ai déjà perdu trop de temps. Ça ne changera rien. » Mais cette pensée est encore une illusion. Ce n'est jamais trop tard pour agir. Il est simplement plus douloureux d'agir après avoir longtemps évité. Car agir maintenant t'oblige à regarder en face une réalité simple. Tu aurais pu commencer plus tôt. Et cette pensée fait mal. Alors tu préfères parfois rester immobile, plutôt que d'accepter ce regret. Mais laisse-moi te dire ceci clairement. Le regret accepté est libérateur. Le regret refusé devient une prison. La colère que tu ressens n'est pas un défaut moral, c'est un signal. Elle te dit que tu n'es pas aligné, que tu sais ce que tu devrais faire et que tu ne le fais pas encore. La question n'est pas de la supprimer, la question est de l'utiliser. Parce que la frustration peut devenir un carburant, le ressentiment peut devenir une lucidité et la colère peut devenir une décision. Mais seulement si tu arrêtes de la projeter vers l'extérieur. Pose-toi cette question, sans détour. Si personne d'autre n'était responsable, si aucune excuse ne tenait, si le monde ne changeait pas, qu'est-ce que tu ferais différemment dès aujourd'hui ? Dans le prochain chapitre, on parlera de ce moment précis où tout peut basculer. Pas un déclic magique, pas une transformation spectaculaire, mais un changement discret, profond, irréversible. Le moment où tu cesses de te négocier. Chapitre 5. Le jour où tu arrêtes de te négocier. Il existe un moment précis dans la vie de ceux qui changent vraiment. Il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas visible de l'extérieur. Il n'est souvent même pas raconté. Mais il est décisif. C'est le moment où ils arrêtent de se négocier. Se négocier, c'est ce que tu fais tous les jours, souvent sans t'en rendre compte. Tu te lèves avec une intention, puis tu ajustes, puis tu reportes, puis tu compenses. Tu te dis « Aujourd'hui, je vais m'y mettre, mais pas trop. Je vais faire un effort, mais pas maintenant. Je vais changer, mais progressivement. » Chaque phrase est une négociation, et chaque négociation est une micro-défaite. Le problème n'est pas que tu manques de volonté. Le problème est que tu te donnes toujours une porte de sortie. Tu ne décides pas, tu débats. Tu passes plus de temps à discuter avec toi-même qu'à faire ce qui doit être fait. Et ce dialogue intérieur est épuisant. Regarde les domaines où tu dis vouloir progresser. Travail, santé, discipline, création, relations. Dans chacun de ces domaines, tu sais ce qui est nécessaire. Mais au lieu de poser une règle claire, tu la rends flexible. Et une règle flexible n'est pas une règle. C'est une suggestion. Ceux qui changent vraiment font quelque chose de radicalement différent. Ils ne cherchent pas à se sentir prêts. Ils ne cherchent pas à être motivés. Ils ne cherchent pas à optimiser. Ils décident. Une décision n'est pas une intention améliorée. C'est une ligne que tu traces. Avant, tu hésitais. Après, tu agis.
La décision authentique est inconfortable parce qu'elle ferme des portes. Elle t'enlève des excuses. Elle te prive de certaines échappatoires. Elle t'oblige à assumer. C'est pour cela que tu la repousses. Tu dis vouloir changer ta vie, mais tu refuses de changer tes règles. Tu veux des résultats différents sans accepter une structure différente. Mais la transformation n'est pas émotionnelle, elle est organisationnelle. Arrêter de se négocier, c'est accepter que certaines choses ne soient plus discutables. Par exemple, tu fais ce qui est prévu, même quand tu n'en as pas envie. Tu termines ce que tu commences, même quand l'enthousiasme disparaît. Tu respectes tes propres engagements, même quand personne ne regarde. Ce ne sont pas des actes héroïques, ce sont des actes banals. Et c'est justement pour ça qu'ils sont puissants. Au début, cela te semblera dur, injuste, excessif. Ton esprit protestera. Il te dira « Tu en fais trop, tu pourrais être plus souple, ce n'est pas si grave. » Mais ce sont les mêmes voix qui t'ont maintenu exactement là où tu es. Arrêter de se négocier ne te rend pas rigide. Cela te rend fiable. Fiable pour toi-même. Et cette fiabilité est rare. La majorité des gens se trahissent quotidiennement à petite dose. Ils ne respectent pas leurs propres paroles. Ils rompent leurs propres promesses. Ils s'habituent à ne pas se prendre au sérieux. Puis, ils s'étonnent de manquer de confiance en eux. Mais la confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Et elle se construit exactement ici, dans le respect de ce que tu t'es dit que tu ferais. Ce moment où tu arrêtes de te négocier ne transforme pas ta vie du jour au lendemain, mais il transforme quelque chose de fondamental, ta relation avec toi-même. Tu passes de quelqu'un qui se promet à quelqu'un qui agit. Et ce changement-là est irréversible. À partir de là, tout devient plus simple. Pas plus facile, plus simple. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu n'as plus besoin de te motiver. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu fais. Ou tu assumes de ne pas faire. Et c'est à ce moment précis que beaucoup réalisent quelque chose de troublant. Ce n'est pas le monde qui était contre eux. Ce n'était pas le manque de chance. Ce n'était pas le manque de talent. C'était l'absence de décision ferme. Dans le prochain chapitre, on parlera de ce qui vient après la décision. Parce que décider ne suffit pas. Il faut tenir. Et tenir sur la durée demande une chose que personne n'aime entendre. La constance, sans récompense immédiate. Chapitre 6. La constance sans récompense. C'est ici que beaucoup échouent. Pas au moment de la décision, pas au moment du déclic, mais dans ce qui suit. La phase silencieuse, la phase ingrate, la phase où rien ne se passe. Tu prends une décision, tu t'y tiens quelques jours, parfois quelques semaines, et puis tu regardes autour de toi. Rien n'a changé. Pas de reconnaissance, pas de résultat visible, pas de transformation spectaculaire. Et une pensée commence à s'installer. À quoi bon? Cette question est l'épreuve réelle, parce que la plupart des efforts importants ne donnent aucun retour immédiat. Ils demandent que tu continues alors que ton environnement ne te confirme rien. C'est contre-intuitif et profondément inconfortable. Nous avons été conditionnés à agir quand une récompense est visible, mais la vie réelle ne fonctionne pas comme ça. La discipline précède le résultat. La répétition précède la maîtrise. La constance précède la confiance. Mais ton esprit réclame des preuves avant de continuer. C'est ici que tu dois comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas en train de produire des résultats. Tu es en train de devenir quelqu'un. Chaque action répétée n'est pas seulement un pas vers un objectif. C'est un vote pour une identité. Quand tu agis malgré l'absence de récompense, tu deviens quelqu'un qui peut compter sur lui-même. Et cette transformation-là ne se mesure pas immédiatement. La plupart des gens abandonnent précisément ici. Pas parce qu'ils sont incapables,
mais parce qu'ils évaluent trop tôt. Ils regardent la surface alors que le travail se fait en profondeur. Ils veulent des signes extérieurs alors que le changement est encore interne. Imagine un instant. Si tu plantes une graine, tu ne la déterres pas tous les jours pour vérifier si elle pousse. Tu arroses, tu attends, tu continues. Mais dans ta propre vie, tu refuses ce délai. Tu veux une confirmation rapide que ton effort n'est pas vain. La constance sans récompense est une forme de foi rationnelle, pas une croyance aveugle. Une confiance construite sur une compréhension simple. Ce que tu répètes te transforme, même si tu ne le vois pas encore. C'est pour cela que la discipline réelle ne repose pas sur la motivation, mais sur des règles simples, répétées sans émotion excessive. Tu fais ce que tu as décidé. Tu ne cherches pas à te sentir bien. Tu cherches à être cohérent. À ce stade, une autre tentation apparaît. La comparaison. Tu regardes les autres. Tu vois ceux qui semblent avancer plus vite. Tu te demandes pourquoi ton effort n'est pas récompensé de la même manière. Mais la comparaison est un poison lent. Parce que tu ne vois que la surface des autres et seulement l'effort des tiens. La constance demande une forme de solitude. Tu avances sans applaudissements, sans validation, sans certitude. Et c'est exactement pour cela qu'elle est rare. Mais laisse-moi te dire ceci clairement. Si tu tiens assez longtemps, quelque chose bascule. Pas forcément à l'extérieur. D'abord à l'intérieur. Tu cesses de te demander si tu vas continuer. Tu continues. À ce moment-là, l'effort change de nature. Il devient moins émotionnel, moins dramatique, moins négocié. Il devient normal. Et ce qui est normal devient durable. C'est ici que naissent les vraies différences entre les gens. Pas dans le talent, pas dans l'intelligence, mais dans la capacité à rester constant quand rien ne vient nourrir l'ego. Dans le prochain chapitre, on parlera de ce que cette constance finit par créer. Une autorité intérieure, une confiance silencieuse et une forme de respect de soi que rien ni personne ne peut te retirer. Chapitre 7. L'autorité intérieure et le respect de soi. Il arrive un moment, si tu tiens assez longtemps, où quelque chose change profondément. Pas à l'extérieur, pas dans le regard des autres, en toi. Ce moment n'est pas bruyant. Il ne ressemble pas à une victoire. Il ne s'accompagne pas d'euphorie. C'est plus discret que ça. Tu commences à te faire confiance. Pas parce que tout réussit, pas parce que tu es devenu exceptionnel, mais parce que tu sais une chose simple. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et cette certitude change tout. Le respect de soi ne vient pas des résultats. Il ne vient pas des compliments. Il ne vient pas du statut. Il vient de la cohérence. De l'alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Pendant longtemps, tu as peut-être vécu avec un décalage. Tu te promettais plus que tu ne produisais. Tu pensais plus que tu n'agissais. Ce décalage crée une fatigue morale permanente. Mais quand tu tiens tes engagements, même petits, même imparfaits, ce décalage disparaît. C'est ici que naît ce qu'on appelle l'autorité intérieure. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la domination, ce n'est pas une posture, c'est une stabilité. Tu n'as plus besoin de te prouver, tu n'as plus besoin de parler excessivement, tu n'as plus besoin de convaincre, tu sais. Cette autorité intérieure te rend plus calme, tu réagis moins, tu te disperses moins, tu te justifies moins. Parce que tu n'as plus besoin de défendre une image fragile. Ton identité repose sur des faits, pas sur des intentions. À ce stade, quelque chose d'important se produit. Tu cesses de demander la permission. Tu n'attends plus que les conditions soient parfaites. Tu n'attends plus l'approbation. Tu n'attends plus le moment idéal. Tu fais ce qui est nécessaire dans les conditions telles qu'elles sont. Cela ne te rend pas insensible à la peur. La peur est toujours là, mais elle ne décide plus. Elle devient un signal, pas une barrière. Beaucoup de gens pensent que la confiance précède l'action. En réalité, c'est l'inverse. La confiance est le résidu de l'action répétée. Elle s'accumule lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à devenir solide. À ce moment-là, même l'échec change de nature. Il ne remet plus ton identité en question. Il devient une information. Tu ajustes, tu continues.
Parce que ton estime de toi n'est plus liée au résultat immédiat, mais à ta capacité à rester engagé. C'est ici que les critiques perdent de leur pouvoir, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, et tu sais que tu avances, même lentement. Les opinions extérieures deviennent secondaires. Mais attention, cette phase peut être dérangeante, car elle te met face à une responsabilité totale. Tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance, tu ne peux plus te réfugier dans les excuses, tu ne peux plus blâmer les circonstances, tu sais que tu peux agir. Donc tu dois assumer quand tu choisis de ne pas le faire. Et c'est là que beaucoup comprennent une chose essentielle. La liberté n'est pas confortable, elle est exigeante, parce qu'elle t'oblige à te regarder en face, sans récit protecteur. Mais cette exigence est le prix de la dignité. Et la dignité est plus précieuse que le confort. Dans le prochain chapitre, on parlera d'un piège final, un piège subtil, dans lequel tombent même ceux qui ont commencé à changer. La complaisance, le moment où tu relâches parce que ça va mieux. Chapitre 8. Quand tout se calme, le vrai combat commence. Après quelques semaines de constance, un phénomène apparaît presque toujours. Le calme. Le bruit intérieur baisse. La culpabilité diminue. Tu te sens un peu plus solide. Et c'est précisément là que le danger devient subtil. Parce que tant que tu souffrais, tu étais en alerte. Tant que tu étais frustré, tu avais une raison d'avancer. Mais quand ça se stabilise, ton esprit te propose une paix trompeuse. Ça va mieux, tu peux relâcher. Cette phrase a l'air raisonnable. Elle est presque toujours le début d'un retour en arrière. Le problème n'est pas de se reposer. Le problème, c'est de confondre repos et abandon progressif. Le retour en arrière ne commence pas par un grand renoncement. Il commence par des micro-permissions. Tu ne dis pas « j'arrête », tu dis « aujourd'hui, je saute ». Puis, cette semaine, je fais moi. Puis, je reprendrai quand j'aurai plus d'énergie. Et tu connais déjà la fin de cette histoire. Ce chapitre te demande une chose simple, de la lucidité sur tes cycles. Beaucoup de gens ne sont pas incohérents par manque de morale. Ils sont incohérents parce qu'ils ne voient pas le mécanisme. Ils croient qu'ils ont perdu la motivation. En réalité, ils sont simplement entrés dans la phase où l'action n'est plus excitante. La nouveauté te portait. La nouveauté t'animait. La nouveauté t'aidait à tenir. Mais la nouveauté ne dure jamais. Le changement durable, lui, commence quand l'effort devient banal. Quand personne ne félicite. Quand tu n'es plus inspiré. Quand tu fais quand même. C'est là que tu passes d'un élan à une identité. L'enjeu n'est plus de se sentir fort. L'enjeu est d'être stable. Et la stabilité a une caractéristique que ton ego déteste. Elle est silencieuse. Pas d'excitation, pas de transformation visible chaque jour. Seulement la répétition. C'est pour ça que la plupart des gens échouent après un bon départ. Ils poursuivent l'émotion, pas la structure. Donc, retiens une règle. Quand tout se calme, ne cherche pas à retrouver l'intensité. Cherche à protéger le rythme. Le rythme, pas l'humeur. Le rythme, pas l'envie. Le rythme, pas les excuses. Chapitre 9. Le système bat la volonté. Si tu veux changer vraiment, arrête de te raconter que tout dépend de ta force mentale. C'est une idée séduisante. C'est aussi une idée qui fait échouer les gens. La volonté est une ressource limitée. Elle monte et descend. Elle dépend du sommeil, du stress, des émotions, du contexte. Si ton plan repose uniquement sur ta volonté, ton plan est fragile. Et voici la vérité. Tu ne peux pas bâtir une vie solide
sur quelque chose d'instable. Ce que tu dois construire, ce n'est pas une motivation permanente, c'est un système. Un système, c'est ce qui te fait agir même quand tu n'as pas envie. C'est ce qui réduit la décision. C'est ce qui supprime la négociation. Les gens qui tiennent sur la durée ne sont pas des gens plus forts. Ce sont des gens qui ont moins de choix à faire. Ils ont rendu certaines actions automatiques. Une heure fixe, un lieu défini, un déclencheur clair, une règle simple. Ils ont créé une structure qui porte l'effort à leur place. Parce que chaque décision est une porte ouverte au compromis. Tu connais ce dialogue intérieur. Je le fais maintenant ou plus tard? Je le fais aujourd'hui ou demain? Je fais tout ou juste un peu? Chaque question te fatigue. Et la fatigue produit un choix prévisible. La facilité. Le système, lui, supprime la question. Tu fais parce que c'est prévu. Tu fais parce que c'est l'ordre des choses. Tu fais parce que c'est devenu normal. C'est moins romantique que la motivation, mais c'est plus réel. Et c'est exactement ce que tu cherches. Du réel. Un système te protège aussi d'un autre piège. Le sentiment. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu ne feras rien de sérieux. Si tu attends de te sentir confiant, tu resteras dépendant des circonstances. Le système te libère de toi-même. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un fait. Tu ne dois pas devenir quelqu'un de discipliné en espérant que ça arrive. Tu dois agir comme quelqu'un de discipliné jusqu'à ce que ça devienne ton identité. Et l'identité se forge par répétition. Chapitre 9. Le système bat la volonté. Si tu veux changer vraiment, arrête de te raconter que tout dépend de ta force mentale. C'est une idée séduisante. C'est aussi une idée qui fait échouer les gens. La volonté est une ressource limitée. Elle monte et descend. Elle dépend du sommeil, du stress, des émotions, du contexte. Si ton plan repose uniquement sur ta volonté, ton plan est fragile. Et voici la vérité. Tu ne peux pas bâtir une vie solide sur quelque chose d'instable. Ce que tu dois construire, ce n'est pas une motivation permanente, c'est un système. Un système, c'est ce qui te fait agir même quand tu n'as pas envie. C'est ce qui réduit la décision, c'est ce qui supprime la négociation. Les gens qui tiennent sur la durée ne sont pas des gens plus forts, ce sont des gens qui ont moins de choix à faire. Ils ont rendu certaines actions automatiques. Une heure fixe, un lieu défini, un déclencheur clair, une règle simple. Ils ont créé une structure qui porte l'effort à leur place. Parce que chaque décision est une porte ouverte au compromis. Tu connais ce dialogue intérieur. Je le fais maintenant ou plus tard. Je le fais aujourd'hui ou demain. Je fais tout ou juste un peu. Chaque question te fatigue. Et la fatigue produit un choix prévisible, la facilité. Le système, lui, supprime la question. Tu fais parce que c'est prévu. Tu fais parce que c'est l'ordre des choses. Tu fais parce que c'est devenu normal. C'est moins romantique que la motivation, mais c'est plus réel. Et c'est exactement ce que tu cherches, du réel. Un système te protège aussi d'un autre piège, le sentiment. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu ne feras rien de sérieux. Si tu attends de te sentir confiant, tu resteras dépendant des circonstances. Le système te libère de toi-même. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un fait. Tu ne dois pas devenir quelqu'un de discipliné en espérant que ça arrive. Tu dois agir comme quelqu'un de discipliné jusqu'à ce que ça devienne ton identité. Et l'identité se forge par répétition. Chapitre 10. La vérité finale. Tu seras jugé par tes actes, pas par tes intentions. Arrive un moment où il faut arrêter la psychologie fine et revenir à la réalité brute.
La réalité ne récompense pas tes intentions. Elle ne récompense pas tes bilans. Elle ne récompense pas ce que tu aurais pu faire. La réalité ne reconnaît qu'une chose, ce qui a été fait. Tu peux être une bonne personne, tu peux avoir un bon cœur, tu peux avoir des rêves nobles. Mais si tu ne fais rien, tu ne deviendras rien de ce que tu prétends vouloir devenir. Et c'est là que beaucoup souffrent sans comprendre. Ils veulent être considérés à la hauteur de leurs intentions. Mais le monde ne vit pas dans tes intentions, il vit dans tes résultats. Et le pire, ce n'est pas le jugement du monde. Le pire, c'est ton jugement à toi. Parce que toi, tu sais quand tu triches, tu sais quand tu repousses, tu sais quand tu choisis le confort, tu sais quand tu te racontes une histoire. Et chaque fois que tu le sais et que tu continues, tu abîmes quelque chose, ta crédibilité intérieure. Tu deviens quelqu'un qui parle beaucoup à soi-même, mais qui ne s'écoute pas. Or, sans crédibilité intérieure, tout devient lourd. Les objectifs deviennent des fardeaux, les projets deviennent des fantasmes, la discipline devient une torture. La solution est simple mais exigeante. Redevenir crédible. Pas par des promesses, par des preuves. De petites preuves, répétées, quotidiennes. Faire ce que tu as dit, même petit, même imparfait, même sans envie. Parce que c'est comme ça que tu récupères ton respect. Et quand tu récupères ton respect, tu récupères une force que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Quand cette vidéo se termine, la vie commence. Si tu as des écouteurs, garde-les encore une seconde, parce que ce moment est important. Cette vidéo va se terminer et n'oublie pas de t'abonner. La voix va s'arrêter et tu vas te retrouver face à ton quotidien. Et c'est là que tout se décide. Pas pendant que tu écoutes, après. Le monde n'a pas besoin que tu comprennes plus. Tu comprends déjà assez. Le monde n'a pas besoin que tu te motives plus. Tu t'es motivé 1000 fois. Ce dont tu as besoin, c'est d'une rupture nette. Arrêtez de négocier. Tu n'as pas à refaire ta vie en une nuit. Tu as à prendre une décision concrète, simple, mesurable. Une seule. Quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Et ensuite, recommencer. Parce que la transformation n'est pas un éclair. C'est une addition. Une addition de jours où tu te respectes. Une addition de jours où tu fais ce que tu as dit. Une addition de jours où le confort ne décide plus pour toi. Alors voici la dernière question. Et ne réponds pas avec des mots, réponds avec un acte. Quand cette vidéo se termine, qu'est-ce que tu fais maintenant qui prouve que tu as compris ?